En tout cas, bienvenue. Voilà, c'était important de marquer la journée mondiale de l'eau aujourd'hui. Et parce que vous savez qu'il y a toujours des milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et aux structures d'assainissement. La pollution, les sécheresses, la privatisation et la surconsommation de l'eau. Voilà, vous savez que la crise climatique, la crise hydrique comme la crise climatique s'empire. Et alors pour ceux qui s'intéressent à l'agriculture, on sait aussi qu'il faut de l'eau pour faire de l'alimentation et que voilà, sans eau, il risque d'y avoir des milliards de personnes qui vont encore avoir des problèmes pour se nourrir. Difficultés, très endettés, et le prix de l'eau augmente chaque année parce qu'en fait ils n'ont plus les moyens d'assurer des missions essentielles, et on pense que ce n'est pas une solution et que ce ne sont pas aux usagers de payer mais plutôt à la collectivité. Et là les syndicats des services publics vont expliquer aussi pourquoi. Et voilà, donc on pense que c'est important que, voilà, que l'eau soit gérée par le service public et comme un service public. Vous apportez salutations, c'est important. La deuxième chose que je voulais peut-être aborder avec vous, c'est dire, aujourd'hui c'est clair que l'eau, on a suffisamment dit, je ne vais pas vous faire à vous la leçon sur le fait que c'est un bien commun, mais c'est un bien commun qui est complètement aujourd'hui dévalorisé. Et pour moi qui ai travaillé pendant 30 ans dans la coopération au développement, je peux vous dire, j'ai vu comment on a petit à petit dévalorisé l'eau. D'abord pour la détruire carrément. Et comment est-ce qu'on l'a détruite? Je vais vous dire. En 1973, j'étais au Niger, du côté d'Agadir. Il y avait là une firme qui s'appelle Texaco, ça vous dit peut-être quelque chose. Ils étaient là en train de... C'était la grande sécheresse. Les nomades n'avaient plus d'eau. Eux étaient en train de creuser le sol et passer à travers les nappes phréatiques pures, passer à travers pour aller voir s'il n'y avait pas du pétrole, du fuel, et remonter ce fuel, ils le testaient, et s'il ne leur semblait pas de qualité suffisante, ils mettaient simplement un bouchon au-dessus, avec comme conséquence que le fuel commençait à remonter dans la nappe phréatique, et que tous les nomades qui avaient besoin de cette eau en étaient privés. Et quand on leur demandait s'ils ne pouvaient pas faire un trou à côté pour simplement avoir accès à l'eau, ils disaient non, c'est pas notre rôle, c'est pas notre rôle, on n'est pas là pour ça. Et donc, tout simplement, c'est l'intérêt qui guidait ces gens-là, comme ceux qui ont fait le même problème au Guatemala, où après avoir fait des creusements et avoir vraiment pollué une série de rivières, ils ont appelé Médecins sans frontières en disant voilà, il y a des gens malades ici, on va vous donner de l'argent pour les soigner. En fait, c'est vraiment ça le problème aujourd'hui, c'est de vous faire croire qu'ils sont aussi des gens qui s'occupent du bien-être des gens, alors qu'ils s'occupent essentiellement de leur bien-être à eux et de leur rentabilité. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'eau n'est plus un bien commun pour l'humanité, l'eau est devenue une ressource qu'on met en bourse, comme c'est le cas à la bourse de Chicago il y a quelques années, vous souvenez-vous, au mois de décembre, on a mis l'eau en bourse. Et donc on assiste aujourd'hui, et je l'ai vu, vous avez en Afrique, entre le barrage de Cabora-Bassa au Mozambique et le barrage de Inga du côté Congo, il y a une bande là qui est extrêmement fertile et qui intéresse beaucoup l'Europe aujourd'hui, et qui intéresse surtout les entreprises qui aujourd'hui utilisent alors les nappes phréatiques pour faire des réserves d'eau. Ils font des réserves d'eau comme, vous savez que nos pétroliers parfois restent en mer pendant des jours et des semaines en attendant que le prix monte. Eh bien aujourd'hui on fait la même chose avec l'eau. On les met en réserve et on attend que le prix monte pour pouvoir la distribuer, la vendre. Et donc on est dans une marchandisation permanente de l'eau, et c'est extrêmement grave parce que, effectivement, vous avez aujourd'hui, tu l'as dit, Kim, des milliards de gens et d'enfants qui sont privés de l'accès à l'eau, pas seulement d'avoir une eau pour leurs besoins essentiels, mais l'eau pour vivre telle que nous l'avons. Et donc il y a là un combat à mener qui est important, parce que à quoi ça sert de parler de coopération développement, d'entraide, si dans le même temps on détruit l'ensemble des moyens que les gens dont ils disposent pour assurer leur bien-être. Et c'est une question essentielle dans laquelle je pense que nos associations devraient être beaucoup plus concernées. L'autre chose qui est grave, c'est quand à partir du moment où l'eau devient un moyen de guerre. Et on vous a dit que j'étais président de l'association belgo-palestinienne. Aujourd'hui, vous savez comme moi que les Gazaouis sont privés d'eau. Il y avait une trêve, on avait commencé à réalimenter en eau, et aujourd'hui, M. Netanyahou a décidé simplement qu'il coupait l'eau. Il coupe l'électricité et il coupe
les transports alimentaires vers les populations. Ça s'appelle un génocide. Et donc on a assisté à une trêve dans un génocide. C'est absolument incroyable, mais nous en sommes là aujourd'hui dans notre humanité et déshumanisation de nos rapports et non-respect de ce qu'ont été toutes les conventions qui ont été signées au fur et à mesure avec, souvenez-vous, en 2000, tous les États s'engageaient à faire en sorte que tout le monde ait accès à l'eau. Et que non seulement ils aient accès à l'eau, mais qu'on purifie l'eau, qu'on fasse des écoutages. Eh bien moi je peux vous dire, pour avoir été dans la coopération, ça a été des beaux discours, jamais réalisés. Et comme on ne l'a pas réalisé, on a dit on va faire mieux, on va faire les ODD, les objectifs pour le développement durable. Et on va vous aider. Et on va vous donner de l'argent pour réparer les dégâts que nous avons causés. Aujourd'hui, je peux vous dire que dans ces pays-là, ils n'ont pas vu le premier dollar ou euro pour faire ce combat-là. Là, on n'a pas d'argent. Par contre, on vous dit tous les jours, matin, midi et soir, qu'on a trouvé 800 milliards pour faire des armes. Et je pense que vraiment nous devons nous soulever contre ce phénomène-là. C'est vraiment l'indécence totale. Et si nous avons une conscience citoyenne, eh bien, sachons que nous devons réformer ces grands mouvements de la paix qui ont existé dans les années 80, qui ont été capables finalement d'imposer le retrait des missiles nucléaires américains qu'ils avaient déployés chez nous. Il y en a encore, vous n'en faites pas. À l'époque, c'était les fameux missiles Cruise et Pershing. Eh bien là, on s'est associé. Et comment est-ce qu'on a réussi? C'est parce qu'on l'a fait au niveau européen. On l'a fait avec les Allemands, avec les Anglais, avec les Italiens, avec les Hollandais et avec les Belges. Et on est arrivé à faire un front. Et même si les missiles ont été déployés en Belgique en 1985, en 88, ils s'étaient retirés parce qu'on a maintenu la pression. Donc, ayons la capacité de faire les pressions qui s'imposent. Aujourd'hui, on nous appelle à faire du boycott de Coca-Cola parce que ça ferait soi-disant mal aux Américains. Ils font rigoler. Mais sachons faire le boycott là où il faut. On l'a fait à l'époque de l'apartheid et on est arrivé à faire en sorte d'apporter un appui réel aux Sud-Africains dans leur lutte contre l'apartheid. Aujourd'hui, nous devons nous battre sur des sujets sur lesquels nous sommes capables d'être d'accord. Et l'eau est fédérateur. L'eau est un combat de survie pour l'humanité. Eh bien, sachons nous mettre en alliance avec d'autres qui, sur les terrains de la justice sociale, des droits humains, de l'environnement, sachons refaire ces réseaux-là. C'est un travail qui va nous prendre un certain temps, mais ce sera la seule manière finalement de confronter ceux qui pensent aujourd'hui qu'à quelques-uns ils peuvent nous imposer la loi. Non. La loi, elle est citoyenne, elle est à nous. Et dénonçons-les, soyons capables donc de renverser cette situation en ayant la conscience citoyenne. Et je vous assure, hier on a fait une petite expérience, c'était à propos des migrants qui sont sans papier. Et pendant une demi-heure, sur tout Bruxelles, vous avez eu 200 artistes qui ont chanté. Et autour d'eux, il y avait des gens qui ont pétitionné. En une demi-heure, on a atteint 2000 signatures pour dire à nos politiques, vous avez inscrit dans votre déclaration gouvernementale qu'il n'y aurait pas de régularisation, nous, on va vous imposer de faire la régularisation. Et donc, être citoyen, c'est être capable d'aller vers le politique et de lui dire, écoutez, vous êtes à côté de vos ponts, et nous, on va vous imposer, par des démarches citoyennes, par notre capacité de mobilisation, par notre résistance, par notre objection de conscience, être capable d'imposer une nouvelle conception du vivre ensemble. C'est essentiel, je vous le souhaite, et sachons marcher ensemble dans ce sens-là. Si demain ce sera encore dans les biens communs sociaux, comme Pierre en a parlé. Le système capitaliste tel qu'il est aujourd'hui, c'est la prédation du vivant, c'est l'extraction, c'est aller négocier en Ukraine sur les mines, c'est de reprendre ce qui existe à Goma pour pouvoir avoir vos smartphones, c'est toutes les saloperies qu'on met un peu partout. Et donc c'est l'extraction du vivant, c'est le renforcement des inégalités et c'est la confiscation de la démocratie. Je te rejoins tout à fait, camarade. À partir du moment où les gouvernements mettent en place une destruction telle qu'elle est aujourd'hui dans l'Arizona de la sécurité sociale, qui est quand même le parapluie qui couvre tout le monde, qui est la destruction des biens communs sociaux d'une manière ou d'une autre, on ne peut que résister. On le voit sur la question migratoire, au niveau de l'Europe, une fermeture claire et nette au niveau de Frontex, et on le voit dans les textes du gouvernement, des mesures qui sont vraiment, et je pèse mes mots, des mesures fascisantes. D'avoir des visites domiciliaires chez les gens parce que peut-être qu'ils hébergent des personnes, c'est
vraiment, clairement, une mesure fascisante. Par rapport à l'eau et par rapport à ce bien commun, je crois que c'était important ici, et je remercie les Amis de la Terre, je remercie Rise for Climate. Nous, au niveau du syndicat, c'est clair qu'on va se battre pour nos affiliés, mais qu'on veut être acteur, actrice de changement, qu'on veut changer cette société, qu'on veut renverser ce paradigme. On a parlé de ces 800 milliards pour l'armement aujourd'hui. On nous fait croire qu'on est en guerre en tant que tel, mais en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on oppose les gens les uns contre les autres. On oppose les migrants contre les pauvres, les chômeurs contre les autres, on chasse les gens du chômage, on attaque tout le monde d'une manière ou d'une autre, et de manière très forte, au niveau bruxellois, au niveau mondial, et on voit que ce qu'on a obtenu au niveau des droits civils, avec le siècle des Lumières, liberté, égalité, fraternité, on en est de plus en plus éloigné. On nous le retire complètement, et on est occupé à nous enlever cette lumière. Et je pense que nous, justement, on doit la rallumer complètement, et dire les droits civils, les droits politiques, les droits sociaux qu'on a obtenus sur les 3 derniers siècles, c'est pas suffisant. Il faut un nouveau pacte social, climatique et migratoire. Il faut une nouvelle façon de vivre ensemble. Il faut un accès à l'eau, il faut un accès au logement, il faut un accès aux produits de base, et il faut absolument ne pas désinvestir dans les services publics. Aujourd'hui, le gouvernement veut nous retirer 15 milliards dans un fonctionnement. Il faut savoir que nous, services publics bruxellois, on est déjà à genoux par rapport à ce qu'on nous demande de faire, et que de retirer encore de cette façon-là autant d'argent, c'est de retirer finalement la richesse de ceux qui n'en ont pas. Je rappelle que l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à toutes ces choses importantes, à un service public, à des hôpitaux publics, à des écoles publiques, à vraiment pouvoir vivre ensemble, ça permet justement de combler ces différences et ces inégalités. De les attaquer de manière frontale, d'une manière ou d'une autre, c'est attaquer tout le monde, c'est attaquer l'ensemble de la population. J'ai l'impression, on a tellement éteint la lumière, et j'ai envie de finir là-dessus, c'est qu'on est revenu au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, on avait un écrivain qui s'appelait De Coster, Teulenspiegel, qui nous a relaté une histoire, et cette histoire, on est occupé à la revivre. C'est une mauvaise histoire. C'est une histoire des aveugles qui se déplacent ensemble et qui arrivent chez un aubergiste. Et l'aubergiste, il leur sert que de la sauce. Il leur sert pas de la viande. Le patronat, le capitalisme, ils prennent les choses, et les pauvres, finalement, qu'est-ce qui se passe? Se disputent, se bagarrent, l'aubergiste prend leur argent, évidemment, et puis il les jette dehors, dans la nuit, et ils continuent à marcher. Et les aveugles se disent, c'est quand même incroyable, on s'est battu entre nous, on s'est battu entre les plus pauvres des pauvres, alors qu'on aurait peut-être dû se mettre ensemble contre cet aubergiste, qui finalement nous a servi que de la sauce. Et donc, il y a un des aveugles qui dit, écoutez, c'est pas grave, mettons le point ensemble. Si on met le point ensemble, on va y arriver, on va se battre. Et je rejoins Pierre par rapport à ça. Il faut se réveiller, il faut dire aux gens autour de nous, regardez ce qu'ils sont occupés à mettre en place. Merci la STIB, merci le service public. Et donc, par rapport à ça, je crois qu'il y a un autre aveugle qui lui dit, le point c'est bien, mais c'est pas... Utilisons tous nos doigts, utilisons le pouce pour encourager, utilisons l'index pour pointer toutes ces injustices, et demander de la justice sociale, fiscale, climatique, migratoire, partout, ici et ailleurs. Le majeur, je vous laisse deviner à quoi sert ce majeur. L'auriculaire pour signer enfin ce nouveau pacte social, climatique et migratoire. Et l'auriculaire, qui est peut-être le plus important, c'est de leur dire, mettez-le vous dans l'oreille et écoutez-nous, parce que le peuple va se réveiller et qu'on sera ensemble. Le 31 mars, il y a une grève générale. Et cette grève sont mis ensemble, le secteur de la culture, le 7K, le CNE, le commerce, les métallos, et ainsi de suite. Parce que dans la stratégie syndicale aujourd'hui, je suis moi-même syndicaliste, d'arrêter de faire des manifestations tous les 13, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais il y a une grève générale, on va reprendre la rue, parce que la rue est à nous. Les citoyens que nous sommes, on va se réveiller, et on va leur montrer qui on est, parce que ce gouvernement-là, on n'en veut pas. De Trump, on n'en veut pas. De Mila, on n'en veut pas. Des fascistes qui nous mettent dans le noir, dans l'obscurité, les uns contre les autres. On ne se laissera jamais faire, camarades, tant qu'il nous reste encore de la vie, de l'espoir. Pour croire que c'est de ce monde-là qu'on veut. Nous, on veut un autre monde, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour l'ensemble des habitants de la Terre. Merci, camarades. Qui sont très familiers de ce mouvement, puisqu'il a émergé à la suite de la première initiative citoyenne européenne Right to Water, qui signifie le droit humain à l'eau.
qui a récolté pas moins de 1,8 million de signatures à l'échelle européenne et qui en fait à ce jour l'initiative citoyenne européenne la plus fructueuse en général et relativement à l'eau également. Au niveau international, on s'inscrit dans un mouvement qui s'appelle le People's Water Forum, donc littéralement le forum des peuples pour l'eau. Et on combat, comme vous l'aurez certainement compris, la privatisation, la marchandisation et la financiarisation de l'eau. Et pour cela, on converge donc au niveau international avec nos collègues des plateformes régionales de tous les continents du monde. Et on a une approche intersectionnelle dans la mesure où on considère que ces pratiques, ces logiques mercantiles autour de l'eau s'inscrivent dans des logiques capitalistes, dans des logiques patriarcales, machistes et colonialistes. Et je voudrais juste mettre en évidence quelque chose dont on parle assez peu et qui nous concerne tous finalement. Quand on pense privatisation, on pense privatisation des services d'eau et d'approvisionnement. On pense peut-être accaparement de la ressource via l'embouteillement de l'eau, qui n'est rien d'autre qu'une vente de plastique. Et on oublie beaucoup la pollution, dont est responsable beaucoup d'industries, l'agriculture et d'autres industries. Et malheureusement, le principe du pollueur-payeur, à l'heure actuelle, il n'est pas du tout ou très peu mis en œuvre, ce qui fait que ça a un impact direct sur nos factures d'eau, sur l'environnement, et ce qui a un impact également sur la gestion des régies qui doivent investir plus dans le traitement de l'eau et de ce fait ne peuvent pas investir dans la rénovation des infrastructures qui sont vieillissantes. Aujourd'hui en Europe, on a des endroits où presque 60%, on a des déperditions de 60% d'eau du fait des infrastructures vieillissantes. La question que je me pose, et je pense que si on est tous réunis là aujourd'hui, c'est qu'on a déjà plus ou moins la réponse. Comment un service public peut-il être compatible avec des logiques mercantiles et de profitabilité? Il ne peut pas l'être. Et c'est pour cela qu'on continuera à se battre, contre cela qu'on continuera à se battre. Et pour finir mes propos, je voudrais juste envoyer un message de soutien à toutes les communautés du monde qui sont en première ligne du changement climatique, en première ligne de ces logiques mercantiles et néocoloniales, postcoloniales, et ainsi qu'à ces communautés en particulier en Palestine ou en Afrique du Sud qui sont victimes d'une weaponization of water, comme on dit, donc une utilisation de l'eau comme arme de guerre, et aussi d'apartheid de l'eau. Merci beaucoup et que la lutte continue. Merci d'être là. Un texte que Pietro Pizzuti a écrit pour l'occasion, il ne pouvait pas être là, il m'a chargé de vous dire ces mots. En cette journée mondiale de l'eau pour la vie, nous, artistes de l'Agora des habitants de la Terre, paraphrasant le grand jazzman Archie Shepp, disons « Nous ne sommes pas en colère, mais enragés. Vous ne pouvez plus différer notre rêve. Nous allons le chanter, le danser, le crier si nécessaire, nous le volerons à cette terre. Et appelons les femmes et les hommes assoiffés de justice et de paix à construire une autre humanité. Nous dénonçons comme inadmissible la spoliation de la vie par la destruction des biens communs mondiaux, de la nature et notamment la prédation de l'eau. Nous appelons à combattre toute prédation du vivant, toute gestion sous forme d'appropriation des biens communs mondiaux, eau potable, santé, éducation, culture, terre, logement. Toute confiscation du droit universel à la santé et au savoir par le biais de la brevetabilité du vivant à titre privé et à but lucratif, y compris le remplacement du concept de droit par celui d'accès sur une base équitable à un prix abordable. Mettons hors la loi toute forme d'empoisonnement des sols, des mers, des cours d'eau et des nappes phréatiques par des substances toxiques ou polluantes. La planète Terre est notre unique habitat vivable, notre trésor. Il nous incombe de la respecter. Les ressources vitales qu'elle contient, étant indispensables à la vie, doivent être partagées équitablement, selon les lois du vivre ensemble et non aliénées à la financiarisation effrénée. Nous appelons à refuser de voir le futur de l'humanité confisqué par le système dominant. De quel monde sommes-nous encore les citoyens? Habitants de la Terre, nous sommes partagés entre ceux que les forces d'argent ignorent et ceux qu'elles endorment. La spoliation a remplacé le partage.
C'est elle qui commande et qui étendra son emprise si nous restons retranchés dans notre confort. Nous croyons que grâce aux valeurs inaliénables de liberté, de justice et dans le respect des droits humains, nous pouvons tous devenir défenseurs des élans de la vie, de la tendresse des cœurs, du merveilleux que l'on saccage, et construire une autre humanité fondée sur l'égalité, la solidarité, la responsabilité, le respect des ressources de notre terre, ainsi que le droit aux biens communs publics mondiaux. Nous nous engageons à établir des liens avec les artistes, les femmes et les hommes désireux de nous rejoindre, pour créer par nos moyens artistiques un réseau international porteur de projets qui inaugure une autre humanité. Nous nous engageons à propager justice et paix à l'image de l'eau pour la vie, à travers nos paroles et nos écritures, nos danses, nos chants, nos actes scéniques, nos images, nos dessins, nos statues, nos costumes, nos doutes, nos sculptures, nos compositions, nos peintures, nos maquillages, nos chorégraphies, nos numéros de clowns, de cirque, de magie, nos acrobaties, nos jongleries, nos one-man et woman shows, nos rêves éveillés ou endormis, nos promenades, nos déjeuners sur l'herbe, nos personnages, nos livres, nos désirs, nos recettes de cuisine, nos bricolages, nos délires, nos mensonges, les siens, les leurs, les nôtres, les vôtres, nos couleurs, nos couchers de soleil, nos levées de lune, nos monstres aimants, nos rencontres, nos arbres, nos forêts, nos plages, notre sable et ses châteaux, nos dons, nos fâcheries, nos moqueries, nos rassemblements pacifiques, nos rires et nos larmes, nos après tout, nos révolutions, nos mystères. Car la vie est vive, comme une source d'eau pure qui nous apprend à dire oui, à éclairer, à aider sans le montrer ni le dire, rien qu'en le faisant, parce qu'on croit tout savoir et qu'on ne sait rien. Et puis nos merci, ceux que l'on dit, ceux que l'on tait, alors que tout nous y conduit, comme tout conduit à l'eau qui est la vie, au partage, au vrai, à la vérité qui n'existe pas puisque chacun a la sienne, et pourtant il faut en trouver une qui nous soit commune, qui nous rassemble, tisse les liens impérissables, nécessaires, entre résistants, résistantes, révoltés, indignés, assoiffés, désirants, oui, désirants, désirantes, pour que nos enfants et nos petits-enfants n'aient pas honte d'avoir été mis au monde. Pietro Pizzuti. Je représente ici la voix des 8 millions de travailleurs des services publics un peu partout en Europe, pas seulement l'Union européenne, mais l'échelle européenne, la Serbie, la Turquie, etc. Et nous, on bosse pour l'eau publique, pour les biens communs depuis quelques décennies, mais surtout depuis 15 ans, on a organisé la première initiative citoyenne européenne pour les droits humains à l'eau, ça s'appelle Right to Water, où on demandait que l'Union européenne déclare l'eau et l'assainissement comme un droit humain. Qu'on ne gère pas l'eau avec une logique marchande, qu'on gère l'eau avec une logique des droits, comme il faut le faire. Entre-temps, depuis 15 ans, la Commission européenne répond que oui, qu'ils aiment bien les principes, mais ils ont seulement l'Eslovénie a changé aujourd'hui sa constitution pour reconnaître l'eau comme un droit humain. Et par conséquent, s'assurer que l'eau n'est pas un bien marchand et n'est pas géré par des entreprises privées. Mais on continue parce que l'eau et les services publics de l'eau, c'est un peu comme l'éducation, comme les transports publics, comme les services sociaux, un peu les tissus qui fait que nos sociétés fonctionnent. Et dans la mesure où les intérêts privés, où les grands capitalistes, les grands actionnaires veulent faire du profit par rapport à une chose qui est essentielle à la vie, nous, on va continuer à s'organiser, à mobiliser, comme l'ont fait en Serbie, les mouvements écologiques. Et après, on voit ce qui se passe. Et comment on l'a fait en Grèce contre la privatisation de l'eau. C'était la seule chose qu'ils n'ont pas réussi à privatiser en Grèce, c'était l'eau grâce à une grande mobilisation citoyenne, comme on le voit encore dans plusieurs processus de retour en régie. On l'a vu à Paris, on l'a vu à Lyon, on l'a vu à Rostock en Allemagne, on l'a vu aussi dans plusieurs villes en Espagne, on l'a vu à Naples, en Italie. C'est un mouvement continental. C'est un mouvement où les travailleurs sont vraiment à la base, mais ils ne peuvent pas seulement eux, sans la mobilisation citoyenne, sans des autres acteurs, arriver à cette idée, à cette application du droit humain et que personne soit coupé de l'eau parce qu'il ne peut pas payer.
qui est un peu le principe basique de ça. Pour cela, il faut de l'investissement. Il faut de l'investissement public. Il faut de l'investissement à très long terme, parce qu'il faut changer les tuyaux. Mais ça crée de la richesse dans la société. Peut-être que ça ne crée pas de la richesse des comptes bancaires, des grands actionnaires et de nos amis de Veolia. Mais nous, on va continuer à militer pour une eau publique, une eau de qualité, une eau gérée par les citoyens des villes, avec des mécanismes de contrôle citoyen, avec des mécanismes de démocratie dans la gestion du bien. Parce que s'il y a une chose que l'eau a par rapport à, par exemple, l'énergie, c'est que nous ne pouvons pas créer l'eau. Nous sommes tributaires d'une chose qui est donnée dans la nature et que nous devons respecter et que nous devons gérer ça en pensant dans les générations futures. Et dans ces luttes, vous allez toujours trouver les syndicats des services publics. Et je cherche ici quelqu'un qui était de la CGSP, mais je ne le vois pas, mais voilà. Parce que les services publics, l'eau, l'éducation, les transports, la santé, c'est la base fondamentale qui fait que nos sociétés sont un peu civilisées. Si aujourd'hui on met ces services dans les marchés et avec une logique marchande, on va voir les détricotements de toutes nos sociétés telles qu'on les connaît et on ne veut pas et on va lutter et on va être contre toute privatisation de cette entreprise ici et de tous les autres qui vont voir et qui vont essayer en haut et en bas de l'Europe. Merci beaucoup. Alors, en fait, maintenant, on va avoir un intermède avec le chanteur Gedge. Et voilà, il est cofondateur de Rise for Climate. Et aussi, source de vie, pas de profit. Oh, 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 source de vie, pas de profit. Oh. Le monde s'embrase, tu as peur pour ta peau. Y aura-t-il de l'air? Y aura-t-il de l'eau? On a fermé les frontières, installé les miradors, de quoi faire péter la terre en un temps record. Tu cherches un sens pour ne pas perdre le nord. Le nord s'embrase et le sud se tord. Des porcs dans leur siège décident de ton sort. Leurs enfants boivent le champagne, t'es là comme un con. Le flingue à la main, à buter des fils, des pères de famille. Toi qui croyais mourir pour la patrie, tu meurs pour les industries. Il nous faudra résister, 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 il nous faudra résister. Allez, le prochain refrain, vous êtes avec moi, ça va? La paix c'est la guerre c'est la paix. Orwell avait raison, Obelacha avait raison, Huxley avait raison, Philippe Cadic avait raison. Le monde s'embrasse, tu as peur pour ta peau. Y aura-t-il de l'air, y aura-t-il de l'eau? À vous. Il nous faudra résister, 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 il nous faudra résister. Le monde s'embrase, tu as peur pour ta peau. Y aura-t-il de l'air, y aura-t-il de l'eau? On a fermé les frontières, installé les miradors. Boston Dynamics s'occupe de ton sort. James Cameron et Terminator, le maître du château sointe la mort. Était là comme un con à chanter sur le pont. Si le Titanic, pas de panique,
On discute du prix de la coupe du champagne, construit des abris en Nouvelle-Zélande. Les enfants des élites se croient à l'abri du changement climatique en Finlande. Les saluts nazis ont craqué Overton. L'entends-tu cette bombe humaine qui détonne? Il nous faudra résister, il nous faudra résister, il nous faudra résister, il nous faudra résister. On résiste ou pas? Nous faudra résister, il nous faudra résister, il nous faut résister, il nous faut résister, il nous faut résister, il nous faut résister. Ici aujourd'hui pour célébrer la journée mondiale de l'eau et attirer l'attention sur les dangers concernant l'eau potable. L'accès à l'eau potable est fortement mis à l'épreuve en Serbie aussi. La ville serbe et plus particulièrement sa capitale Belgrade sont à cause de son gouvernement corrompu les villes les plus polluées au monde pendant les mois d'hiver. Le problème est d'ailleurs le même partout dans les Balkans. La surdépendance du système énergétique au charbon de très mauvaise qualité, les vieilles centrales inefficaces et qui ne sont pas aux normes environnementales, la surdépendance de l'industrie minière font des Balkans un des endroits les plus pollués au monde. À tout cela, ils veulent ajouter l'extraction du lithium. Les seules choses qui ne sont pas encore touchées par la pollution en Serbie sont l'eau et la terre agricole fertile. Les réserves de lithium en Serbie se trouvent là où la terre est la plus fertile et où il y a des rivières et eaux souterraines. L'extraction du lithium est une branche minière assez nouvelle, sans beaucoup d'expérience. L'extraction a été faite aux endroits en Australie, aux États-Unis, mais dans les endroits non peuplés, où les habitations se trouvent à des centaines de kilomètres. Le lithium n'a jamais été extrait là où les terres sont fertiles, près de nombreux fleuves et où les gens habitent pendant des siècles. Ceci n'est pas uniquement le problème serbe. Les fleuves en danger vont plus loin dans les pays limitrophes. Ceci est un danger régional. Les projets semblables sont prévus en Bosnie également. D'autres projets miniers sont planifiés partout en Serbie, plus de 80. La plupart des professeurs et docteurs, experts en la matière, mondialement reconnus, s'opposent aux projets miniers planifiés en Serbie. Cependant, l'Union européenne et la plupart des médias européens sont assez muets et essaient même de promouvoir l'agenda vert en Serbie qui peut mettre en danger l'entière population des Balkans. Les activistes qui s'opposent sont attaqués dans les médias, attaqués en justice. Les lobbyistes européens nous appellent des pro-russes. Le gouvernement criminel serbe nous appelle des traîtres pro-européens. Alors qui sommes-nous? Pro-russes ou pro-européens? Nous sommes tout simplement des gens inquiets. Tout ceci afin que l'Europe ne dépende plus de la Chine et de la Russie et afin d'électrifier le parc automobile européen. Nous leur disons « over our dead bodies ». Nous n'acceptons pas le néocolonialisme. Nous ne les laisserons pas. Merci. Rio Tinto marche in Serbie. Avec les peuples autochtones en Amazonie. Je fais mon terrain, je fais des recherches là-bas, je viens de là-bas, j'ai grandi là-bas. Alors, j'ai écrit un texte avec la collaboration aussi des peuples locaux. Alors, je vais lire ce qu'on a écrit ensemble. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, nous reconnaissons l'importance de l'eau, non seulement comme une ressource, mais comme une nécessité vitale. Cependant,
le changement climatique, la pollution industrielle et l'exploitation des ressources alimentent la crise actuelle de l'eau. L'Amazonie, l'un des systèmes aquatiques les plus essentiels des planètes, est un exemple frappant de ce qui se passe dans de nombreuses régions du monde. Pendant la saison sèche, de nombreux fleuves amazoniens rétrécissent à tel point qu'ils semblent des déserts. Les bateaux ne peuvent plus passer, les poissons disparaissent et les communautés peinent à accéder à l'eau. Cela arrive de plus en plus souvent et ce n'est pas un simple cycle naturel. L'agro-industrie aggrave la situation en détruisant massivement les forêts pour l'élevage bovin, les plantations et l'exploitation du bois. Certaines des terres autochtones les plus touchées par la déforestation contiennent les sources de fleuves les plus importantes de l'Amazonie. Sans arbres, il y a moins de pluie et sans pluie, les rivières s'assèchent. Mais lorsque les pluies arrivent, ils posent un autre problème, les inondations qui frappent les communautés en ce moment même. La forêt absorbait et régulait autrefois l'eau, mais avec sa destruction massive et surtout l'installation des barrages pour la production d'énergie, sans le consentement des peuples locaux, les inondations deviennent de plus en plus violentes. Des maisons sont détruites, des familles sont déplacées et les maladies se propagent. Ça, c'est la condition maintenant dans quelques communautés. Ce qui devrait être une source de vie devient une force de destruction. En parallèle, l'exploitation minière illégale empoisonne les rivières. Le mercure, utilisé pour extraire l'or, pollue l'eau et contamine les poissons dont les communautés autochtones dépendent pour se nourrir. Beaucoup tombent malades à cause d'un désastre qu'ils n'ont pas provoqué. Et ces problèmes ne sont pas seulement locaux. L'Amazonie joue un rôle majeur dans le climat mondial et sa destruction nous concerne toutes et tous. Mais surtout, les populations qui arrivent ont droit à une eau propre, à terre et bonne santé, et surtout à une protection contre les industries qui privilègent les profits au détriment de la vie. Les eaux de l'Amazonie sont en danger, mais ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, levons-nous pour elles. Protéger l'Amazonie, c'est tenir aussi les responsables pour comptables, certains venant même de l'Union européenne, avec des accords destructeurs, et soutenir ceux qui défendent leurs terres et leurs rivières depuis des générations et qui pourraient nous montrer aussi comment protéger les eaux d'ici. Je voudrais aussi rappeler que les peuples autochtones ils sont à l'avant-garde de la reconnaissance des droits de la nature, y compris les droits de l'eau, des rivières aussi comme sujet de droit en fait. Je pense que c'est très important aussi pour cette conversation. Merci.
la qualité de l'eau disponible ne peut être négociée. Sans elle, nous mourrons, nous sommes malades, le territoire se tourne inhabitable. Donc, 2024 a été l'année le plus chaud jamais enregistrée et aussi l'année où l'on a brûlé le plus de combustibles fossiles que jamais. Le déséquilibre du cycle de l'eau provoque déjà une crise majeure dans la production alimentaire et l'expansion des maladies. Et les plans des élites, des corporations et de leurs marionnettes gouvernementales est de nous conduire à l'effondrement. Et on ne doit pas avoir doute sur ça. Il n'y a pas de transition énergétique, il n'y a qu'une expansion énergétique. C'est la seule chose à laquelle le capitalisme peut penser. Tout est question de profit et de contrôle. Les combustibles fossiles sont plus utilisés que jamais. Il n'y a aucune substitution des fossiles par renouvelables. Tout cela alors que les réserves d'eau mondiales diminuent. Il faut y mettre un terme, non seulement en notre nom, mais aussi au nom de toutes les générations futures et la nature qui est dans cette planète avec nous. Les territoires deviennent inhabitables à cause du manque d'eau et pas seulement. Les conditions matérielles pour l'existence d'une civilisation complexe mondiale se réduisent. Tel est le plan des psychopathes qui gouvernent. Pourtant, jusqu'à la fin, ils essaieront de continuer à en tirer profit. Moins nous aurons de l'eau, plus ils essaieront de la contrôler, de la privatiser, de nous en priver. C'est pourquoi nous devons nous battre. Le capitalisme traverse une crise catastrophique et il est évident qu'il exporte cette crise vers nous. Le contrôle de l'eau est un outil essentiel pour contrôler des peuples et des luttes. C'est une menace cruelle qui pèse sur nous. C'est une guerre contre les peuples et les territoires. Une guerre contre la nature. Ils n'accepteront pas d'être régulés pour ne plus exister. Ils doivent être éliminés. Ils riposteront par la violence, par le fascisme, par la guerre. C'est ce qu'ils ont toujours fait au cours de l'histoire. Ils essaieront de recoloniser les territoires pour garder le contrôle des personnes et des ressources, alors même que tout s'effondre. Mais l'humanité se battra. Nous n'abandonnerons jamais. The Surge, le mouvement que je viens, c'est une convergence populaire entre la justice climatique, l'antifascisme et la lutte contre la guerre au niveau international. En janvier, nous avons commencé par organiser une marche dans 33 villes de 14 pays, marchant ensemble pour la justice climatique, pour la libération de la Palestine et contre la montée de l'extrême droite. Ils sont ensemble parce que nous ne pouvons résoudre aucune de ces crises indépendamment. Elles proviennent du même système suicidaire qui veut détruire les systèmes d'eau pour le profit, détruire la vie pour le profit, détruire la nature et l'humanité pour le profit. Nous le ferons, nous devons le faire tomber. Merci. Et alors, Annie. Well, 95% of the Palestinians don't have access to water at this moment. Not only drinking water, but water in general. Shower, laundry, cleaning, using water is a luxury. And I can go on and on if you can, with examples how, when it comes to water, in Palestine in general, not only in Gaza, is so, been going for decades. It can go on for hours. All the water now is contaminated by explosives, by the bombardments, and yeah, it's not usable. Again,
back to the same point. It's one reason only, to keep the Palestinians out of their homelands. And then you have seen like these lunatics, Trump and the others. You know, Trump is just another guy. They are all the same, but he's more explicit, I would say. You can see probably the videos that he would like to turn, you know, Gaza into Riviera and have, you know, dancing with the Palestinian belly dancers, or doing, you know, making it like Las Vegas typical.
para vivir lagun beti